Bonjour à toutes et à tous, soyez le bienvenu dans ce café littéraire. Le principe est simple, vous invitez 4 autrices et auteurs de talent autour d'une table. Vous les réunissez autour de la thématique du Salon du Livre et de la presse jeunesse, Désir de Monde. Et nos invités du jour s'intéressent tous dans leur ouvrage respectif et à leur manière sur ce qui fait société. Alors, est-ce l'art, la coopération, comme nous le propose Caril Ferré dans son dernier ouvrage « Ils sont venus du froid », un roman post-apocalyptique où l'humanité est mal en point. Mais vous le savez, l'espoir est toujours ce qu'il y a de plus dur à tuer chez l'homme. Bonjour Caril, soyez le bienvenu. Bonjour. Chez Guillaume Guéraud, on est dans le dur, dans le très dur. Dans Rien nous appartient, vous nous racontez l'histoire de Malik, un jeune banlieusard qui fait sécession. Pourquoi? Qu'a raté notre société pour exclure à ce point ce jeune homme? C'est à découvrir dans votre nouveau roman, direct comme un uppercut. Bonjour Guillaume, soyez le bienvenu. Merci. Notre société serait-elle si mal en point que pour de nombreuses personnes, l'espoir se trouve dans les futurs univers parallèles comme les métaverses? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'est pas certain d'y retrouver l'avatar de Christopher Bouix à la lecture de votre nouveau roman Alfie. Alfie, c'est une AI, une intelligence artificielle, et elle est la narratrice de ce polar. C'est peut-être un polar, ce Alfie, peut-être un roman d'anticipation, ça c'est pas certain, mais c'est sûrement une dénonciation de la mainmise des AI sur nos vies privées et notre société. Et si nos sociétés actuelles, nos sociétés occidentales allaient retrouver un peu de valeur de solidarité du côté de l'Afrique? Aya de Yopougon refuse toujours les pressions imposées par la société ivoirienne, l'homophobie, la corruption, le népotisme. Ce sera sans elle, ou plutôt contre elle, parce qu'elle se bat. Aya est de retour. Enfin, et nous sommes nombreux à vous dire merci Marguerite Aboué de nous l'avoir rendu. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Un café littéraire sans critique, ça n'existe pas, hein, ça s'est jamais vu. Et pour m'accompagner à mes côtés aujourd'hui, eh bien Adrien. Adrien, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça va, ça va. Donc vous êtes membre du club de lecture du lycée Berlioz de Vincennes. Vous avez 17 ans, vous êtes en terminale. L'histoire, les maths, hop. Ça c'est varié. C'est ça. Et ce club de lecture, ça fonctionne comment en gros, en 2 mots? C'est un groupe donc de lycéens qui se réunissent pour partager leurs expériences et leurs lectures. Donc on avait choisi là 4 livres, et on a la chance aussi de rencontrer donc les 4 auteurs. Vous êtes le porte-parole un petit peu des questions de tous vos camarades. C'est ça. On y va ? Ouais. Allez, c'est parti. On va démarrer avec vous, Caril Ferré. Vous êtes un écrivain français spécialisé dans le roman noir. Vous êtes poids lourd de la littérature aujourd'hui. Non, ça vous agace pas, ça va comme terme? Non, mais c'est comme les maîtres du suspense, tout ça, n'importe quoi. On peut citer Aka, Hutu, Zulu, adapté au cinéma avec Forest Whitaker et Orlando Bloom. Vous avez une 50aine de livres à votre actif, autant que ça? Ouais, je les compte pas non plus. Hein. Vous les comptez? Vous pesez pas et vous comptez pas? Non, mais les premiers étaient un peu nuls aussi, donc si je garde que les bons, enfin bon. Et vous êtes ici pour nous présenter Ils sont venus du froid chez Pocket Jeunesse dans la sélection Pépite. Alors après la catastrophe, le pitch du livre, après la catastrophe, mais laquelle? Des humains ont formé des clans pour tenter de survivre dans une nature hostile et glaciale. Ilia, Neige et Aurore se lient d'amitié par hasard, mais sont capturés et réduits en esclavage par un illuminé, Estelane, on en parlera. La mine de charbon pour Ilia et Neige et le mariage forcé pour Aurore, un roman post-apocalyptique qui cache bien son jeu et nous rappelle la force de l'art à travers les âges futurs ou peut-être passés. Adrien. Bonjour. Alors, on avait une question à vous poser. C'était pourquoi est-ce que vous décidez de garder un flou sur la période tout au long de votre roman? Je voulais j'aime bien le côté suspense où tu as envie de tourner les pages et de savoir comment l'histoire finit. Donc d'emporter le lecteur assez vite en fait dans une histoire et si elle va suffisamment vite en fait elle va l'empêcher de réfléchir à quelle époque mais bon, moi j'aimais bien l'idée quand même qu'à la dernière phrase on sache à quelle époque ça se situe, sachant que certains lecteurs l'auront su dès la 10e page en fait, hein. Mais le plus important pour moi c'était de créer
des clans, enfin des façons de vivre. Et voilà, c'est une forme du capitalisme, c'est une critique du capitalisme et la pensée occidentale à travers des personnages qui débordent un petit peu du cadre. D'accord, merci. Sinon, quel que soit le clan, donc on s'aperçoit que les hommes sont tous très violents, sont capables de trahir. Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'universel, quelle que soit l'époque ? Non, pas du tout. Hein. Pour moi, si on en est arrivé à ce stade de cupidité et d'imbécilité aujourd'hui, c'est parce que ça vient. Enfin, il y a toute une démarche qu'on peut appeler capitaliste qui est complètement contraire à plein de façons de penser non occidentales. En tout cas, je pense surtout aux Amérindiens d'Amérique du Nord. Enfin, moi, j'adore ce côté libertaire. Où ils détestent, ils ne comprennent même pas l'idée de possession de terre. De toute façon, c'est souvent là vraiment le grand malentendu à partir du moment où on a décidé de mettre des fils barbelés autour la propriété privée en fait, quoi. Donc c'est pas comprendre que nous on appartient à la terre, c'est que la terre nous appartient. Bon, c'est un peu le début de la fin parce que c'est le début de l'exploitation, c'est le début de la coercition par rapport à des gens. Et ce qui est dingue, c'est que plus on accapare des choses, plus on en a de pouvoir. Alors que chez les Amérindiens et d'autres, le pouvoir c'est de donner. En fait, c'est pas d'avoir. En fait. Donc, moi, je préfère largement cette générosité d'être que. Donc, évidemment, ils sont venus du froid. Il y a des jeunes qui sont libres, en tout cas, et qui se font attraper et pour des raisons qui sont pas manichéennes non plus. Je voulais pas qu'il y ait les bons et les méchants. Quoi. C'est ça qui est intéressant, en fait, notamment sur Estellane. C'est quand même un personnage qui veut le bonheur de son peuple et sauver quelque part l'humanité, mais de manière... Mais en fait, c'est souvent comme ça, c'est que dès que quelqu'un veut se sauver, en fait, souvent c'est une catastrophe. Tu vois, le communisme, alors que l'idée de départ elle est superbe, mais mais par contre c'est la dictature du prolétariat, quoi. Non, mais dès qu'il y a dictature, déjà c'est mort. En fait, quoi, il n'y a plus le libre arbitre, il n'y a plus la liberté individuelle. Donc c'est aussi, c'est quand des gens veulent représenter d'autres par la force. Pour leur bien, en fait, quoi, souvent ça finit pour leur mal. Rien ? D'accord. Impressionnant comme réponse, ça. On est bien parti là, on est très bien parti. Donc pour vous, Estellane, c'est un personnage qui veut le bien, mais qui va en fait échouer parce que la manière de le faire n'est pas la bonne, c'est ça ? C'est un peu ça, c'est un peu ma critique du capitalisme. Je reviens à ça, alors que c'est en filigrane dans le roman, évidemment, on n'en parle jamais, quoi. Mais ces idées de départ, c'est pour avoir plus chaud, c'est pour ne plus avoir faim, etc. Mais ça crée des hiérarchies et ça crée du coup ça crée des esclaves et des maîtres, en fait, quoi. Et voilà, à partir du moment où il y a des gens qui dépassent d'autres, ça va plus du tout, quoi. Alors oui, critique du capitalisme et de la propriété privée en filigrane. Et la possession occidentale, oui. La possession occidentale, des personnages féminins forts, aussi l'importance de l'art, de la du lien avec la nature. Il y a tout ça dans votre livre. Mais parce que c'est les liens perdus. Enfin, en tout cas, en Occident, c'est des liens qu'on a complètement perdus. On ne sait plus. Enfin, on connaît 3 espèces d'arbres et 5 d'oiseaux au maximum. On a complètement perdu le lien aux animaux. En fait, c'est pour ça qu'on les exploite aussi lamentablement. Alors que tous les peuples premiers et d'autres aujourd'hui encore qui ont gardé un peu le contact avec les animaux, ils en parlent d'une manière complètement différente. Et on est vraiment dans le vivre ensemble. Et en plus, je reviens d'Afrique. Là, c'est mon prochain livre. C'est des thèmes qui me tiennent vraiment à cœur parce qu'un jour il y aura plus d'animaux sauvages. Ils seront tous en prison, ils seront aux zoos. Et si tous les animaux sont dans les zoos, c'est une part d'humanité qu'on perd, en fait. Ce rapport à la nature, vous l'avez découvert vous en voyageant ou c'était aussi un point d'ancrage dans votre Bretagne ? Non, c'est pas en Bretagne. Non, mais j'ai vu un documentaire quand j'étais petit, j'avais 6 ans, et c'était un braconnier qui avait tué le dernier guépard d'Asie, pardon. Et ça m'a totalement bouleversé. Je suis allé me coucher, j'ai pleuré toute la nuit, j'étais inconsolable, je suis toujours. Et ça m'a donné une rage. Mais à 6 ans, moi je vais être tueur de braconnier, à 6 ans. Et je veux toujours être tueur de braconnier, quoi. Et mon prochain roman, La série noire, c'est je dézingue du braconnier. Et ça fait plaisir. Ça soulage, quoi.
Donc oui, c'est ce documentaire qui voilà. Mais en fait, on avance souvent par choc, hein, une lecture, un film, et un truc qui te bouleverse ou une musique. Et vous qui avez beaucoup voyagé, ça vous a conforté quand même vos voyages, vos rapports à d'autres civilisations. En fait, quand j'avais ton âge, après, un petit peu après, à 20 ans, je fais le tour du monde. Après vu mes brillantes études, donc j'avais tout arrêté. Mais quand t'es ado, moi j'avais des problématiques, j'étais quand même très sombre, un peu torturé, etc. Quoi. Et je me trouvais à Jakarta, à côté, avec des gamins qui grandissaient dans la boue. Et je savais qu'eux, ils allaient rester là. Et je me dis, ah non, mais en fait, ça va. Non, mais pisse, quoi. Et c'est bien de relativiser aussi les choses, quoi. Le voyage, c'est ça, en fait, c'est l'ailleurs. Ça te fait grandir quand même, quoi, dans la tête. Guillaume Guéraud, vous êtes né à Bordeaux, vous avez grandi dans la cité de Floirac, dans une cité. C'est pas pour rien que je le cite, parce que ça fait partie de votre constitution. Ouais. Oui, c'était pas un grand voyage, mais j'ai adoré. On voyage dans les cités aussi. On a construit, ouais, un peu quand même. Ouais. On voyage dans les cités. Ça. Vous avez travaillé dans divers quotidiens régionaux avant de vous mettre à la littérature. Vous inspirez de choses vraiment vécues, vous, dans votre quartier, qui alimentent... Plus ou moins. Enfin, après, de loin, là, pour rien nous appartient... Non, j'ai pas vécu grand-chose Enfin, il y a plein de points communs entre moi et le personnage quand même, mais c'est de l'ordre du détail quand même, quoi. Voilà. Alors, rien nous appartient. Justement, nous suivons le parcours de Malik, jeune Français de Saint-Denis, qui gommait des petits larcins au début. C'est le petit Robin des Bois. On vole des bonbons pour les. Ça, c'est vraiment personnel, ça. En revanche. Côté Robin des Bois, voilà. Alors moi, Robin des Bois, c'était le métier que je voulais faire, quoi. Ouais, c'était pas dézingueur de braconnier. C'était, moi, je me disais, mais Robin des Bois, c'est génial. Il vole aux riches pour donner aux pauvres, quoi. Ouais. Et je me disais, mais c'est bizarre en plus que cette idée, que je sais même plus de quelle époque c'est, Robin des Bois. Je me disais, mais personne, pourquoi ça continue pas, quoi, hein? Et alors là, on va sortir du truc, du coup, mais je crois que c'est à cause des films. Parce que pour moi, Robin des Bois, c'est un personnage mais extraordinaire, et il a donné que des films ridicules. Voilà. Et je pense que même, alors moi, je suis... Non, Errol Flynn, il était bien Errol Flynn avec ses collants. Voilà, ouais, c'est ça. Avec la moustache particulièrement bien taillée. Ouais, il était très chic. Ouais, mais voilà, il y a un côté ridicule. Et c'est dommage parce que, voilà, mais moi je crois que c'est même, enfin, ça rejoint, après, voilà, le capitalisme et compagnie. Je crois que toutes les productions hollywoodiennes ont ridiculisé Robin des Bois au cinéma, parce que c'est un message politique qu'il fallait ridiculiser. Prendre l'argent des riches, c'est-à-dire en gros prendre l'argent des producteurs hollywoodiens pour le distribuer aux pauvres de Los Angeles, par exemple, c'est pas acceptable. Donc pour moi, après, je suis pas complotiste et compagnie, hein. Je me suis dit, putain, les producteurs hollywoodiens, mais même encore aujourd'hui, les Robin des Bois, ils sont ridicules, hein, au cinéma. Je me suis dit, putain, ils ont tout ça, c'est calculé. Faut pas que ce soit un héros héroïque, quoi. Voilà, faut qu'il soit ridicule. Alors votre moi, parce que Malik. Alors je voudrais finir, voilà, que tout le monde situe bien ce personnage. Donc il commence à voler des bonbons pour les donner à Fatima, puis il commence à dériver dans la délinquance, jusqu'à un cambriolage qui va très mal tourner, qui va tuer la personne chez elle, et il se fait arrêter. Direction établissement pénitentiaire pour mineurs à Marseille, que vous connaissez, vous allez nous en dire un mot. Et là, Malik va se découvrir une passion, en fait, la montagne. C'est un choc, un horizon, une perspective. Oui, voilà, je trouvais assez rigolo en plus, parce que bon, moi j'ai essayé Alors c'est vrai qu'il a un parcours hyper chaotique, de petits délinquants qui qui basculent dans le crime, et après on peut supposer, dans le terrorisme. Mais donc c'est hyper grave. Mais je voulais écrire ça avec un ton léger et même rigolo. Hein, moi, mon ambition, c'était d'écrire un livre drôle. Bon. J'ai pas trop réussi parce qu'on se pisse pas dessus en le lisant non plus. Mais parmi les trucs rigolos qu'il y a dans le livre, c'est la prison. J'ai trouvé ça super. Il le dit, lui. Hein. Oui, absolument. Et la première fois qu'il est parti en vacances, c'est grâce à la prison.
Hein, il est tombé sur une semaine. Enfin, le directeur de la prison et de l'établissement pénitentiaire, etc., ont organisé 5 jours de voyage à la montagne pour une demi-douzaine de détenus, voilà. Et puis ça arrive, c'est rare. Hein, je dis pas que lui il dit la prison c'est super, c'est moi qui lui fais dire ça. Je pense pas du tout que la prison c'est super, mais ça faisait partie du côté ironique et rigolo et aller à contre-courant des clichés, des idées reçues. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça arrive. Il y a des prisonniers qui sont, amenés ou à la mer ou à la montagne, encadrés évidemment par des surveillants, la gendarmerie, etc. Et lui, à un moment donné, il bénéficie de ce dispositif-là. Il découvre la montagne, et même plus que la montagne, la haute montagne, quoi. Très haute montagne, voilà. C'est l'ascension montée, en fait. Alors, il va jusqu'à 3500 mètres, enfin, dans les Alpes, voilà. Alors malheureusement, il a envie de devenir guide de montagne, il se découvre une vocation et puis l'horizon va se boucher assez rapidement. Alors il y a l'histoire de confinement, mais qui va l'empêcher de devenir berger parce qu'on est tous confinés, il reste chez lui et là c'est la bascule dans... Oui, alors après, il y a pas que cette idée. Alors évidemment, moi je voulais que son parcours soit alterne, plein d'illusions et de rêves, et la montagne en fait partie, l'envie de devenir berger aussi. Voilà, il a plein. Bon, il est amoureux à un moment donné, et en fait, il est plein parce qu'il est hyper curieux, il est hyper ouvert, Malik, et il est plein d'espoir et d'illusions. Mais aussi, voilà, qui deviennent des désillusions, quoi. Voilà, et assez vite, quoi. Hein. Mais c'est pas grave, il reste ouvert et optimiste, et après une désillusion, il a une nouvelle illusion, etc. Et voilà, l'amour en fait partie, la montagne en fait partie, et puis voilà. Justement, on a l'impression que s'il était né dans un autre milieu, il aurait réussi, ses rêves, ça n'aurait pas été des illusions. Est-ce que c'est une manière de dénoncer ça dans votre livre, un espèce de déterminisme social qui va faire que, même en essayant, il n'arrivera jamais à échapper à ses origines, à sa classe, et il va être reconfiné. D'ailleurs, c'est assez fort, il est confiné, il est enfermé dans la banlieue à la fin. Enfin... Oui, ben oui, sûrement. Ouais. Après, bon, c'est pas l'envie de. Enfin, moi, j'écris pas avec l'envie de donner des messages, etc. Hein, mais oui, il y a du déterminisme social dans son parcours à lui, quoi. C'est sûr. Il est et à nous tous, de toute façon. Mais voilà. Mais enfin, moi, j'écris pas avec l'ambition sociologique de démontrer ou de dénoncer le déterminisme social. Hein, ça. Bourdieu, il a fait super bien, quoi. Hein. Donc, j'ai du mal quand même à croire que vous écriviez pas pour mettre un focus sur des messages. Non. Moi, mon message à la base, il est hyper grave. Enfin, il est hyper dangereux. Même moi, ma seule ambition au début, c'était putain, je vais prendre le personnage qui aujourd'hui peut être le plus haïssable, en tout cas en France, c'est-à-dire le mec qui pose des bombes, quoi. Et c'était l'envie de le rendre super sympathique. Donc c'est hyper grave comme ambition. Mais voilà, moi c'était prendre un personnage qui commet des choses graves, irréparables. Lui, il le fait même pas par idéologie, en fait. Il va pas le faire par idéologie. On peut se poser la question, c'est pas très clair. C'est ni clair pour lui, ni pour lui, ni pour le lecteur, ni pour moi. Non. Il y a des petites touches comme ça, on sait pas trop. Mais moi, mon envie de départ, c'est pas un message, c'est juste rendre un personnage, prendre un personnage qu'on pourrait considérer comme monstrueux et le rendre hyper attachant, hyper vivant, hyper léger. Mais moi, c'est ce que je dis souvent, si j'avais son âge, si j'avais 19 ans, je pense que Malik, ça pourrait être un de mes meilleurs amis, quoi. Hein, et ça, alors ça vient d'un truc, c'est pas, je reviens alors
Caril Ferret a été marqué par voilà, un documentaire sur le dernier guépard d'Asie ou je sais pas quoi. Moi, il y a un film qui m'a marqué, c'est M le maudit. Mais j'étais petit, alors lui, il avait 6 ans, moi je devais avoir 8 ans, 9 ans. Et M le maudit, c'est un vieux film de 1930, quoi, en gros. Et ça s'intéresse... Alors, c'est pas du tout le ton de La nuit nous appartient, de Rien nous appartient. C'est un tueur de petites filles, un tueur en série, qui les tue au couteau, et donc qui est pas attachant du tout, qui est plutôt très inquiétant. Et sauf que les 10 dernières minutes du film, il est magnifique, ce personnage. Hein. Et moi, il me bouleverse, et je trouve qu'il ressemble à un petit garçon, le tueur en série. Et je me suis dit, mais ce personnage, mais comment ça... Il tue des petites filles et en fait, il est super. À la fin. À la fin. Oui, l'humanité chez les monstres, quoi. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Mais moi, je pense que ça fait partie c'est une des libertés de l'art en général, que ce soit le cinéma, la peinture, la littérature, de retourner, de renverser les rôles, quoi. Ouais. Voilà. Vous restez avec nous, bien sûr, Guillaume. Hein, on va en parler de tout ça justement dans la seconde partie de l'émission. Christopher Bouix, vous êtes auteur de romans pour la jeunesse, notamment à l'École des loisirs et chez Gallimard Jeunesse. Sous le pseudonyme de Nathalie Trapp, vous avez signé chez Robert Laffont Les 7 vies de Léo Bellamy, qui est adapté en série par Netflix. Et vous venez nous présenter chez Au Diable Vauvert Alfie, un thriller d'anticipation. L'histoire, c'est une famille, on va dire plutôt aisée, de Robin, Claire et de leurs 2 filles, Lily et Zoé. Ils accueillent Alfie, en fait, chez eux, une intelligence artificielle qui va gérer leur emploi du temps, la température de la maison, les projets de vacances, les repas équilibrés, parce que les repas équilibrés, ça permet d'avoir une vie saine et ça permet surtout d'économiser sur l'assurance. Hein, on est en bonne santé, donc tout cela est lié. Alfie, c'est le narrateur de ce roman d'anticipation et qui va peu à peu mener l'enquête, car il soupçonne l'un des membres de la famille d'être un assassin. C'est un roman inquiétant, palpitant, mais plutôt rassurant. Adrien, qu'en as-tu pensé ? C'était un très très bon roman, très beau, mais pour vous, qui dénonce aussi des excès sur le contrôle, la surveillance, pour vous, est-ce que la société tend vers ces excès ? Oui, là c'est un roman d'anticipation qui, c'est pas daté, mais ça se passe dans, je dirais, une petite dizaine d'années. Peut-être moins, j'ai envie de vous dire. Moins, ça dépendra des progrès de la technologie. Et c'est vrai que moi, c'est les dérives qu'on est en train de connaître autour des GAFA en particulier, des intelligences artificielles et de tous ces outils de domotique qui existent déjà. Là, Alfie, il est un petit peu plus perfectionné que Google, Alexa ou je sais plus comment ça s'appelle leur truc, mais on est quand même dans cet esprit-là. Oui, pour moi, c'est un truc très très flippant et on va vers ça, quoi. On va vers une société de la surveillance, une société des données qu'on livre en permanence, sans se poser vraiment de questions. Et alors pour le coup, j'ai aucune leçon à donner parce que je peux pas passer une journée de ma vie sans utiliser Google, tu vois. Mais on est tous comme ça. Et ça me fait vraiment très peur, ouais, parce que je crois qu'on y va droit dedans. Et alors, vous, l'idée très très maligne, c'est de raconter, c'est que la narratrice ou le narrateur, je sais pas d'ailleurs, une intelligence artificielle, masculin, féminin, c'est très philosophique là-dessus, mais c'est en tout cas cette intelligence artificielle qui raconte l'histoire en fait et qui mène l'enquête. Ça, c'est très malin. Merci. Parce que ça nous permet plein de choses en fait, ouais. Découvrir où il va chercher les infos notamment. Exactement, et puis l'idée c'était d'avoir de montrer ce que c'est que ce processus de deep learning, quoi. C'est-à-dire au début, cette intelligence artificielle... Alors expliquez-nous le deep learning. Alors, c'est-à-dire la capacité qu'ont les intelligences artificielles d'apprendre, d'emmagasiner et de restituer ensuite, quoi. Donc c'est vrai qu'au début, c'est vraiment un ordinateur qui parle, c'est très basique, il a une compréhension extrêmement basique des membres de la famille, et puis plus ça va, plus il collecte les données, plus il arrive à les comprendre. Et il se rend compte qu'ils ne parlent pas tous de la même façon. L'adolescente a un langage très particulier. Alors il est un petit peu interloqué au début. Le père de famille, pareil. Puis le père de famille, il n'a pas le même langage quand il est tout seul, dans sa voiture, dans les embouteillages, ou quand il est en famille. Donc je voulais vraiment que le lecteur soit immergé dans cet esprit d'intelligence artificielle et qui est le processus de perfectionnement du langage tout au long du bouquin. C'est-à-dire au début, il parle vraiment de façon très basique et puis
plus on avance, plus il emmagasine des données et plus son vocabulaire se déploie. Ouais, À la fin, il le dit lui-même. Il dit je maîtrise largement mieux le vocabulaire, le langage que tous les humains, et je peux les manipuler comme je veux, quoi. ouais, sauf peut-être avec les ados. Ah ouais, les ados, C'est ils compliqué, galèrent un les peu. ados, Ouais. hein, Ouais, les ouais. expressions des ados. C'est-à-dire, il y a la jeune, le personnage adolescente qui a 15 ans et qui utilise des phrases, bon, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais genre, les profs nous glaviotent en mode PTDR. Donc là, il y a l'intelligence artificielle qui dit, mais tiens, mais ça veut dire quoi? Et à un moment donné, il se dit, mais elle est en train de parler un araméen parce que elle dit, elle a fait Crary, elle m'a pas vu. Elle dit Crary, c'est de l'araméen en fait. Donc elle est incroyable cette adolescente. Elle maîtrise une langue morte. Adrien, Oui, donc pour vous, parce que cette intrusion de l'intelligence artificielle, c'est nécessairement dangereux parce qu'on a quand même l'impression que ça peut être très innocent, par exemple un réveil automatique ou Google qui va vous donner des recettes. C'est-à-dire, si ça en reste là, moi, ça me fait pas peur. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on sacrifie toujours une part de notre liberté pour un profit, pour des trucs plus pratiques, tu vois. On se dit, finalement, c'est pratique, ces smartphones, là, machin. Sauf qu'en fait, on le sait, même Métain, ils nous écoutent, on est traqués, etc. Mais depuis toujours, même les cartes bleues, je prends souvent cet exemple-là, c'est super pratique. Moi, je paye que par carte bleue parce que j'ai jamais de monnaie sur moi. Sauf que je sais, quand je paye par carte bleue, qu'on peut me traquer, je livre des données en permanence, quoi. Et pourquoi? Parce que c'est plus pratique. Et je pense que le problème, il est là, si vous voulez. Si Google, Amazon, Apple, etc. veulent devenir un peu plus méchants qu'ils ne le sont actuellement, ils auront tout sur nous, quoi. Et là, on sera vraiment prisonniers. Et comme en Chine, absolument. voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui, justement parce que ce qui nous intéresse, c'est on se pose la question de faire société et comment va-t-on faire une nouvelle société avec ces GAFAM, justement aussi. C'est la grande question. Une jeunesse qui est connectée aussi, c'est celle de Côte d'Ivoire. Marguerite Aboué, vous êtes, quelle surprise, vous êtes ivoirienne, vous êtes arrivée en France. Juste au début. Vous êtes arrivé en France, oui, justement, à l'âge de 12 ans. Oui. C'est ça. Vous étiez assistante juridique à Romainville avant de vous lancer dans la BD. Je crois que c'est en lisant Marianne Satrapi, pardon. Satrapi. Satrapi. Ça a donné envie de vous là? Non, alors c'est non, en fait c'est pas ça parce que ce que je faisais quand je suis arrivée à Paris à l'âge de 12 ans, c'était de rétablir une certaine vérité parce que mes nouveaux copains me posaient des questions tellement stupides. Ils me demandaient si en Afrique on vivait dans des maisons, si on allait à l'école, si on avait des voitures, tout ça. Et puis ouais. je trouvais que les petits blancs étaient vraiment Côté de la plaque. bêtes parce que nous, en Afrique, on savait comment vivaient les blancs parce qu'on était versés tous les jours par tout ce qui venait de l'Occident et on regardait des séries télé, donc effectivement, enfin, on savait que les blancs vivaient dans des maisons, enfin, et donc j'ai commencé moi à raconter mon Afrique. Tout ce que je faisais dans ce quartier de Yopougon avec mes amis, comment je vivais avec la famille, les voisins, tout ça. Et à force de raconter ces histoires, j'ai commencé à les écrire dans un petit carnet sans aucune prétention. Et quelques années après, on me présente Clément Breury, qui était, avant de dessiner Aya, qui est sa première BD adulte, était illustrateur jeunesse. Et c'est Clément Breury qui a eu l'idée d'en faire une bande dessinée de mes histoires. Et puis, et plus tard, bon, c'était pas Akissi qui était choisi, en tout cas au début par Gallimard, mais c'était de raconter une autre histoire de plus grand, parce que la collection Bayou n'était pas pour les plus petits. Donc en fait, c'est comme ça que je suis rentrée un peu... malgré moi, dans ce milieu de la bande dessinée. Et puis ensuite, après, j'ai commencé à lire Marjane Satrapi, enfin, un peu tous les auteurs de l'association, Ouais. et qui racontaient, et j'ai trouvé ça... J'ai trouvé une famille. J'ai trouvé en fait une famille, et surtout, j'aimais bien la manière dont Marjane Satrapi racontait son enfance. C'était une enfance assez difficile, dans un contexte politique difficile, mais en même temps, elle mettait tellement de légèreté, beaucoup d'humour, et donc, c'est plutôt ça qui m'a poussé à raconter une Afrique heureuse et moderne. Oui. Oui, heureuse,
moderne, avec ses contradictions aussi, hein, avec cette pression aussi de l'histoire, des traditions, mais d'une grande modernité. Ça vous a étonné quand même de voir le succès quand même de cette série, parce que c'est un énorme carton. Hein, tout le monde le lit, tout le monde l'a lu, toutes les petites filles adorent cette héroïne. Je pense que vous l'expliquez ça. Je pense que ce qui plaît, c'est que mes personnages sont des aventuriers et qui ressemblent un peu à nous tous. Hein, on est tous des aventuriers et qui essayons de vivre avec le monde qui nous entoure. Et cela demande beaucoup de courage et de volonté, parce que l'art de tisser des liens, de s'apprécier les uns les autres, de s'aimer, c'est un combat quotidien. Et je pense que le fait que ces personnages-là aussi aient quelques soucis, enfin des soucis autres que la famine, les guerres, tout ça, c'est assez universel. Et que tous ces personnages qui les lisent, enfin tous les autres lecteurs qui les lisent, s'identifient en disant mais en fait vous avez les mêmes problèmes que nous, quoi. Point barre, hein. Ça fait du bien de voir que vous avez des problèmes avec la famille, les enfants, et que le poids aussi enfin quand je dis des traditions, parce que les traditions c'est pas qu'en Afrique, hein, un peu partout dans le monde, c'est et que les femmes, le combat des femmes c'est aussi universel, la citoyenneté, le vivre ensemble, ce sont des mots que j'aime beaucoup, le vivre ensemble, la citoyenneté, l'immigration, tout ça, ce sont des mots positif pour moi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on essaie d'en faire des mots pas sympas de discorde, mais moi j'aime bien, oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de représenter autant de personnages? Qu'est-ce qui vous intéresse en fait dans cette polyphonie Alors, je pense que je ne sais pas faire des histoires avec deux personnes. Déjà, d'ailleurs, je pense que faire des histoires d'amour, ça va vraiment m'ennuyer. Vraiment, parce que je suis née, je pense, Il y a des histoires de polyamour hein, aujourd'hui. Hein. Vous pouvez vous lâcher. Y a pas de... Oui, mais ça, je sais, ça fait beaucoup trop de dégâts. Alors, moi, je pense que je suis née dans une famille où je pense qu'il y avait 12 000 personnes qui me regardaient sortie du ventre. Et il y avait les voisines, les grands-mères, et j'ai pas été élevée que par mes parents. Moi, j'ai été élevée par tout un quartier qui venait de différentes cultures et qui m'ont inculqué un peu leur culture. Et je ne sais pas faire des histoires avec quelques personnages. J'ai besoin d'avoir du monde autour de moi. Et je pense que j'aime bien ça. Enfin, je suis aussi un père, une mère, un méchant et une fille. Enfin, je suis assez habitée par par les gens en fait. Et puis ce sont les autres qui m'inspirent. Je vous propose, si vous voulez bien, d'écouter, de regarder un reportage qui s'appelle La tête dans les images. C'est une séquence justement qui nous propose un artiste qui est exposé au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse aujourd'hui. On va vous présenter Johanna Contsero. On se retrouve après. Monsieur Personne, de Johanna Contsero, aux éditions Format. Des teintes douces presque effacées. Un dessin au crayon parfois juste esquissé. Gris ou coloré, crayon à papier et crayon de couleur, le trait se fait subtil pour matérialiser les décors, délicat pour profiler les visages et les corps, de dentelle pour révéler les personnalités, plus dense pour souligner les incongruités. Tout dans les images traduit l'invisibilité de Monsieur Personne aux yeux du monde, sa transparence dans un quartier comme tant d'autres où les gens, les chiens et les immeubles se ressemblent, un quartier ordinaire où le ciel est de la couleur du béton. Les cadrages, les disproportions et les angles de vue, très singuliers, participent de l'étrangeté des scènes. Des pleines pages presque vides où les objets sont relégués tout près des marges, des immeubles vus de haut qui semblent flotter, 4 pieds sous un banc qui, eux, paraissent voler. De vieux papiers de récupération, collés, produisent une ambiance de papier peint suranné. Monsieur Personne, drôle de nom pour un personnage principal, évolue dans une vie hautement étriquée, sans couleur, sans lumière, sans éclat,
sans surprise. Un quotidien comme délavé. Une journée suit l'autre, répétitive, attendue. Les enfants ont peur de lui, les gens, eux, l'oublient. Pourtant, dans cet univers contemplatif qui semble éteint, l'enchaînement de situations étranges devrait nous alerter sur le secret tout à fait exceptionnel de Monsieur Personne. Car l'obscurité du soir abrite le merveilleux. La nature prend sa place et l'extraordinaire se produit. Ce petit bonhomme tout gris, dans l'ombre, réalise un des métiers parmi les plus lumineux du monde. Mais en quoi ce monde insipide serait-il désirable ? C'est à vous de le découvrir. Sachez seulement que dans l'univers des récits fantastiques, la discrétion peut cacher des pouvoirs parmi les plus surprenants. Nous sommes de retour dans le café littéraire avec Marguerite Aboué. Je vous voyais regarder avec attention, Marguerite. Oui, je trouve que c'est super beau et en même temps c'est très réaliste et mais poétique aussi, mais c'est un peu flippant quand même. Mais j'aime beaucoup. En tout cas, les dessins sont très beaux. Ça donne envie. Vous êtes bien sûr la maman de Aya de Yopougon. Aya, quand on se plonge dans la BD, on a les odeurs, on a le son, on a tout. On est imprégné. Vous nous amenez vraiment dans les rues d'Abidjan. C'est avec le travail avec Clément Oubrerie. Oui. Comment vous bossez tous les deux pour nous donner cette vie comme ça Alors déjà, quand je commence une histoire, j'aime bien que tout soit précis dès le départ. Il me faut un endroit précis, que ce soit Abidjan, Paris, parce que je fais pas que des histoires avec des Noirs. Hein. J'ai aussi une série qui s'appelle Bienvenue et ça se passe aussi à Paris. Et voilà, j'aime bien des endroits précis, des personnages précis, des histoires précises. Donc, il me faut installer tout dès le départ, l'atmosphère, les odeurs, les couleurs. Et avec Clément, ça fonctionne très bien. Non seulement je lui ai raconté tout ça, mais je l'ai emmené aussi à Abidjan parce que il y a vraiment une atmosphère. C'est vraiment c'est important pour lui de saisir tout ça et c'est ce qu'il a fait. Hein. Il s'est beaucoup assis dans les maquis. Il a bu beaucoup de flags. Et voilà, les flags, c'est des grandes bières. Hein. C'est des grandes bières bien fraîches parce qu'il fait bien chaud. Il a observé un peu toutes ces jolies jeunes filles, toutes ces fraîchenies, ces go et il a bien. Les proverbes, c'est vous, hein, tous les proverbes, c'est vous. Alors les proverbes, non. Il y a beaucoup de proverbes que j'ai piqués et puis il y en a d'autres, je les ai un peu inventés, oui. Alors nous sommes aussi en compagnie de Caril Ferré pour Ils sont venus du froid, de Christopher Bouix pour le roman Alfie, de Guillaume Guéraud pour Rien nous appartient, et Adrien aussi. On s'interroge à travers vos ouvrages sur ce qui fait ou ce qui ne fait pas société. Et Adrien, je crois que tu avais une question à poser. Oui, dans Rien ne nous appartient, on s'aperçoit en fait que Malik est exclu de la société. Dès le début, il est en marge, il n'arrive pas vraiment à trouver sa place. Pour vous, comment est-ce qu'on pourrait permettre une amélioration de ça ? Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui dans les banlieues pour éviter ça ? Vous avez 2 minutes. Alors moi, banlieue en 2 minutes, solution. Je suis auteur, je suis écrivain. Ça, j'en sais rien, si tu veux. Après, voilà, moi, je suis pas ni élu. J'ai surtout pas envie. Vous avez un regard, vous avez un avis. Ouais, mais alors moi, mon seul. Et d'ailleurs, Malik fait un peu ça pour essayer de trouver sa place. Avant de faire société, lui, il pense qu'il vaut mieux la défaire d'abord. Hein, voilà. Faut la défaire et peut-être qu'après on pourra en faire autre chose. Voilà. Mais moi. Vous n'êtes pas loin de le rejoindre là-dessus, non ? À fond. Mais il est plus courageux que moi. Moi, je suis vraiment d'une lâcheté incroyable. Et c'est pour ça que je suis écrivain. Hein. C'est que je peux dans mes histoires, je peux faire le pire et le meilleur à mes personnages, alors que moi, je serais incapable de le faire, quoi. Mais si j'étais courageux, oui, je ferais des trucs
enfin à la fois pire et mieux que lui, quoi. Mais vu que je suis d'une lâcheté enfin vraiment pénible, j'écris des histoires, voilà. Défaire la société. Caril Ferré, quand vous nous disiez tout à l'heure revenir à des sociétés primitives, au rapport... Pas primitive. Pas primitive. En fait, c'est là où on se trompe. C'est vraiment la pensée occidentale, en fait. Je suis un occidental. On en est imprégné. Mais on a du boulot, on a tous du boulot. Hein, même oui, mais il y a plein... Enfin, moi, j'ai toujours été fasciné par... Enfin, intéressé en tout cas par les sociétés autochtones, quelles qu'elles soient, en fait. Et oui. bon, je parle des propriétés privées parce qu'en fait, c'est le seul lien Enfin, c'est un vrai lien qu'il y a entre les Maoris, les Zoulous, les Mapuches, les Sioux, les Lakota. Beaucoup, voilà, vous avez écrit... Oui, parce qu'en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est que les autochtones, enfin, toutes les pensées autochtones, ils ont pensé sur nous aussi. On a l'impression, parce que nous, les occidentaux, c'est nous qui pensons sur eux, et on se dit, ah, tatati, regardez, ils sont comme si, ils en sont encore à l'élevage ou à la découverte. Mais n'importe quoi. Déjà, eux, ça fait longtemps qu'ils réfléchissent sur nous, et comme ils n'ont pas de société écrite, donc souvent, il ne reste pas ces écrits-là, mais en fait, les écrits, c'est souvent les aventuriers, les voyageurs, les colons qui sont revenus, ou certains intellectuels qui sont revenus d'Afrique ou d'Amérique avec les pensées autochtones, et souvent, mais moi j'adore, il y a 1000 façons de le dire, mais il y a une pensée autochtone qui dit je ne savais pas mentir, nous n'étions pas encore civilisés. Bon, bah, tout est dit en fait, quoi. Et donc on peut. Alors je rejoins un petit peu ce que dit Guillaume. En fait, alors parce que là il y a un côté un peu révolutionnaire, mais moi c'est même pas révolutionnaire, c'est revenir à la base, en fait, à une base qui est juste le vivre ensemble. Hein, vous en parliez tout à l'heure. Et voilà, il n'y a pas de possession et donner rend plus fort, hein, chez les Sioux en fait. Hein, tous les ans en fait, les chefs, s'ils avaient trop accumulé de peaux, de choses comme ça, ils les jetaient au fond d'un ravin. Et c'est pas par jansénisme, hein, c'est pas ça. C'est parce que, voilà, ne rien avoir, enfin tout donner, c'est ça la classe. Alors c'est pas romain, il n'y a pas besoin de voler des riches, parce qu'en fait il n'y a pas de riches, on est tous riches. Donc c'est des pensées autochtones qui sont, qu'on a complètement oubliées en Occident, quoi. Enfin. Marguerite, ça vous parle ça? Alors, ce que nous... Moi, j'ai les deux côtés, puisque je vis ici, je vais souvent là-bas. Il faut dire aussi que toute cette jeunesse-là, africaine, copie énormément les Occidentaux. Mais par contre, ce qui reste chez nous, c'est le fait qu'on doit encore s'occuper des grands-parents. En fait, c'est ça la différence. Et contrairement ici où la famille elle est assez éclatée, où on vit. Mais malheureusement, mes grands-parents c'était ça encore. Et puis après dans 2 générations, si vous continuez comme nous, dans 2 générations, vous n'allez plus vous occuper de vos grands-parents. Bien sûr, c'est ce qui se passe parce que on laisse un peu tous les villages et puis ils se regroupent tous en ville parce que effectivement, il faut un moment travailler et aller en ville. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que tous ceux qui ont réussi en ville reviennent à la terre. On aurait presque ce phénomène, je ne sais pas s'il est aussi quantifiable en France aussi, oui. Oui, ils reviennent tous à la terre, donc ils retournent dans leur village où ils achètent des terrains et ils se mettent à cultiver des mangues, plein de choses. Et ça, pour moi, c'est encore... on a encore de l'espoir. Et ici, je pense aussi que c'est la même chose. Vu le confinement, apparemment le confinement a beaucoup changé. Mais alors que c'est bizarre que le confinement réinvente une autre manière de vivre. Est-ce qu'il nous faut des pandémies pour qu'on prenne conscience que notre vie peut être meilleure? Je ne sais pas. Et là, j'aurais envie de faire un lien avec vous, Christopher Bouix. Confinement, télétravail, contrôle, mais aussi l'aspect technologique qu'on retrouve dans votre livre sur l'intelligence artificielle. Et en tout cas, les technologies permettent aussi ont des choses positives aussi à nous apporter sur, par exemple, le travail un petit peu hors des villes, le télétravail qui nous permet de produire en vivant dans des cadres plutôt agréables. Quel est plutôt agréable? Qu'en pensez-vous?
Oui, je suis pas contre les réunions Zoom et je suis pas contre le télétravail et je suis pas contre vivre à la campagne. Ouais. Non, je suis pas contre la technologie de manière Oui, générale. j'ai entendu, Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais c'est vrai que dans le bouquin, j'imagine je parle aussi pas mal du monde du travail et effectivement, il y a la boîte dans laquelle bosse le personnage principal, qui est un truc totalement habitable, une boîte d'analyse de données, tout ça. Chaque soir, il reçoit une feuille où on lui dit, voilà, vous avez travaillé tant d'heures aujourd'hui, vous avez été concentré selon votre taux de dilatation pupillaire, vous avez été concentré pendant 5 heures, vous avez été connecté pendant 8 heures, votre notation dans l'entreprise, c'est ça, quoi. Et j'imagine que le monde du travail pourrait ressembler à un truc comme ça. Et ça lui ressemble pas déjà un petit peu? Peut-être un peu, je Un sais peu. pas. Moi, je suis un peu, Ouais. je suis pas super connecté à ce niveau-là. J'en sais rien. Mais je rejoins complètement ce que disait Caril et ce que dit Marguerite également. Le futur, l'avenir que j'imagine dans Elfie, c'est un avenir cauchemardesque. Pourquoi ? Parce que la technologie vient rompre tous les liens humains, en fait. J'imagine un avenir où, en fait, l'humanité, ça n'est qu'une collecte de données. Où on n'est que les données qu'on livre et rien d'autre. Alors que c'est pas ça, quand même. Ouais. Est-ce que vous partagez cet avis, Adrien, par exemple? Donc, pour vous, une machine pourra jamais vraiment être humaine? Non. Non, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'autre dans l'humanité que les intelligences artificielles n'arriveront jamais à retrouver. C'est ce que je dis un petit peu dans le bouquin aussi. En fait, cette intelligence artificielle s'interroge, se dit mais c'est quoi en fait l'humanité? Et la conclusion qu'il apporte, c'est les humains ont une capacité complètement inouïe à faire n'importe quoi, ce que les machines ne pourront jamais faire. Et c'est une bonne chose. Et c'est une excellente chose. C'est Continuons une à en faire excellente n'importe chose. quoi. Guillaume? Moi, Oui. Ou Marguerite? alors, dans toutes les rencontres que je fais, que ce soit ici ou là-bas, j'insiste vraiment. Je dis à tous ces jeunes-là, lâchez un peu vos téléphones et puis allez voir vos grands-parents. Discuter, vraiment, je leur dis, mais ce sont eux qui pourront vous apprendre un peu sur tout ce que vous devez savoir. Et ce lien-là, j'essaie de le tisser encore, même si parfois ça marche pas en disant mais bon les grands-parents ils radotent, mais j'ai comme l'impression que je pense qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux. C'est se regrouper un peu plus. Faire société, pour moi, c'est ça. C'est se dire, c'est quoi nos bases. Mais c'est la famille. En fait, tout part de là. Tout part de la famille. Bon, maintenant, il y en a qui n'ont pas une famille normale, mais je pense que... Guillaume, il prend son micro. Je sais, la famille pas normale. Non, mais parce que ça peut être l'enfer, la famille. Hein. On va pas commencer à... On peut se la réinventer. Hein, Oui, alors, changer de mère s'ils vont pas. Hein. Ouais, voilà. Bon, je pense que À ce moment-là, ouais. c'est là où on est. Moi, mon éducation, c'est grâce à cette famille traditionnelle, unie, élargie aussi, parce qu'elle peut. la famille africaine, c'est pas la même conception que la nôtre. Hein. Non, mais en fait, quand moi je suis arrivée ici, je gardais des enfants, et puis l'été, on partait justement chez les grands-parents de ces enfants-là. Et j'adorais parce qu'on se retrouvait tous à table. Et j'ai découvert que les Français restaient 5 heures, 6 heures à table. Non mais c'est pire que l'Afrique. En Afrique, je veux dire, on ne reste pas autant d'heures. Et je trouvais que ça, c'était magique, justement. Le fait que les grands-parents soient là, les parents, et on discute, tout ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en France et que j'essaie de le faire tous les dimanches ici. Mais pour moi, c'est la base, la famille, parce que c'est... Bon, maintenant, je ne suis pas... Non, mais c'est l'échange, en fait. Mais tout simplement, et ça peut ne pas être la famille... non, c'est la... La famille, les amis, on peut vraiment choisir le rapport humain. C'est ça, c'est pas forcément le lien de sang. Ouais. Et on a bien vu vous en parler du confinement, vous dans votre bouquin, qui isole. On a bien vu les ravages aussi que ça a fait, à la fois aussi chez les jeunes. Adrien, je sais pas comment il a vécu, par exemple, le confinement. Bien. Ouais, non, c'est vrai, globalement, ça a été très très mal vécu par à peu près tout le monde, je crois. Donc on a besoin de liens. Et puis surtout la jeunesse, parce que quand tu as entre 52 et 53 ans, un an, c'est pas très grave. Mais entre 16 et 17, mais tout ce que tu rates, c'est horrible en fait. Parce que tu n'as qu'une fois 16 ans, qu'une fois 17, qu'une fois 18. Oui, non, mais ça a été plein de fois 52, 53, pour beaucoup de gens, c'était très
Alors, il y a beaucoup de... Il y a, Oui, il y a pardon, plein de Guillaume. 16-17 qui ont déjà 52-53, moi j'ai remarqué. Attends, aussi. ça quand même. Hein. Non, je Et déconne. c'est pour compenser les 52 qui ont 16 ou 17. Ouais, c'est toujours pareil. Il y a d'autres livres à découvrir dans cette thématique de faire société. Et Cécile Rubaud-Cailleul en a sélectionné quelques-uns que vous retrouvez sur la plateforme Kibookin. Faire société. Continuer de désirer le monde. Petit florilège de titres à découvrir sur Kibookin. Un long voyage de Dans le ciel tout va bien aux éditions Les Grandes Personnes. Les Nuées, tome 2, Nero de Nathalie Bernard aux éditions Thierry Magnier. Les Pislis de Jérémy Moreau aux éditions Delcourt. Évolution, Darwin, Dieu et les hommes chevaux de Jean-Baptiste de Panafieux et Alexandre Franc, coédition d'Argo et Delachaux et Niellet. Mon grand-père ce robot de Sabine Revillier aux éditions Théâtrales. Et chez vous, Kibookin. Retrouvez toute l'année nos recommandations de lecture sur kibookin.fr. Marguerite, vous aviez quelque chose à dire et Oui, ça me fait juste, plaisir. À quel âge on peut lire à partir de quel âge on peut lire vos œuvres, parce que j'ai pas eu le... Alors, on va faire le tour de table. Caril Ferré, ils sont venus du froid. À partir de quel âge? En fait, ça dépend. Il y a des lecteurs de 10 ans, Ok, ils sont ouais. crevés au bout Ouais. d'une page, et puis d'autres qui ils peuvent lire. Donc, ça dépend des lecteurs. Moi, je dirais à partir de 12 ans. Oui, ça me paraît bien. Merci beaucoup, Caril, d'être venu C'est à vous. passer ce moment avec nous. Guillaume Guéraud, à partir de quel âge? Rien ne nous appartient. Mais moi, je pense que tu es assez grande. Et puis, ouais, mais ça, il n'y a pas de règle pour ça. C'est catalogué en littérature ado, quoi. Mais on ne sait jamais quand on rentre dans l'adolescence, ni quand on en sort. Mais en tout cas, oui. Essayez, quoi. Comme Caril, à partir de 12 ans. Non, mais ouais, enfin, c'est bien. j'ai encore eu des profs là l'autre jour qui m'ont dit: ah putain, mais ce livre, c'est pas possible de le faire lire au collège parce que c'est trop dur, c'est trop, ça rigole trop avec des choses trop sérieuses. Bon, enfin bref, voilà. Ouais. Je vais pas Un peu m'énerver. de liberté, mais quoi. Un peu de liberté. Allez-y, ouais, essayez, mais oui, tentez, voilà, osez. à Ouais. partir du collège, du lycée, et puis au-delà, ça va, quoi. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Christopher Bouix, Alfie, on le débranche à partir de quel âge? Alfie, bon, c'est vrai que c'est pas estampillé spécialement jeunesse, mais je pense que ça peut être lu à partir du lycée, 15-16 ans, quoi. C'est vrai qu'il y a des thématiques qui intéressent pas mal les jeunes. Et du coup, je vous retourne la question, Marguerite. Aya, à partir de 10 ans. 10 ans. Parce que les dessins aident. C'est formidable. Merci beaucoup. On a passé un excellent moment. Merci beaucoup, Adrien. Est-ce que tu as passé un aussi beau moment que nous et que les téléspectateurs? Ah bah oui, bien sûr. Super. Ben voilà. Je sais que tu as encore plein de questions. Reste avec nous. Ils sont là encore pour quelques instants. On se retrouve demain. On va parler de désir de monde. Demain, on va partir à la découverte des mondes imaginaires. Et à 18h15, vous avez rendez-vous avec Antonella Francini et son Social Club. Bye bye.